Mais du coup, selon vous, qu'est-ce qu'il faudrait faire maintenant? Si vous étiez président, par exemple, quelles sont les étapes à faire maintenant pour que cette guerre s'arrête le plus rapidement possible, le mieux possible, et que la tension redescende au niveau mondial et qu'on puisse reprendre des vies sans menace? Alors, moi, on connaît mon programme, mais j'en profite pour le rappeler. Ça fait 15 ans que j'ai créé un mouvement politique où je dis contre vents et marées, malgré j'ai été brocardé, calomnié, diffamé, insulté, etc. Je persiste ici depuis 15 ans. Il faut que la France sorte de l'Union européenne et sorte de l'OTAN. Pourquoi ça? Parce que l'Union européenne et l'OTAN, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la même face, c'est la même médaille, ce sont les deux faces d'une même médaille, une médaille qui a été créée, forgée à la fin de la Seconde Guerre mondiale, entre 1949, le traité de l'OTAN, 1951, le traité de la CECA, 1957, le traité de Rome, et qu'il s'agit en fait de créer un glacis géopolitique pour les Américains. Sortir de l'Union européenne et de l'OTAN nous rendrait ce qui est la vocation de la France, ce que De Gaulle avait d'ailleurs parfaitement compris, nous rendrait ce rôle de puissance souveraine, indépendante et d'équilibre, en restant amis avec les différentes grandes puissances du monde. Si la France n'était pas dans l'OTAN aujourd'hui ni dans l'Union européenne, la France serait à même de jouer les bons offices. Je rappelle, c'est ce qui s'est passé en 1968, lorsqu'il y a eu les négociations sur la paix en Indochine, et au Vietnam plus exactement. La France était encore dans l'OTAN, mais De Gaulle l'avait fait sortir du commandement militaire intégré. Et donc, cette France, qui était un pays occidental, mais qui était un autre Occident, si j'ose dire, que le monde anglo-saxon, avait été perçue par toutes les parties belligérantes comme acceptable pour que commencent les accords qui ont donné naissance aux accords de Paris à partir de 1968. Ils s'étaient réunis avenue Kléber. Il y avait donc les Américains, les Sud-Vietnamiens, le Viet Cong, c'est-à-dire les Sud-Vietnamiens communistes armés par le Nord-Vietnam, et qui étaient présents et qui ont commencé les négociations à Paris. Lorsque Macron se rend maintenant en Russie pour parler avec Vladimir Poutine l'a humilié devant la planète entière, ce qui n'était pas très gentil de la part de Poutine, mais Poutine a envoyé un message quand même très clair, c'est qu'il ne faut pas quand même que M. Macron se prenne pour ce qu'il n'est pas. M. Macron est perçu, vu par Poutine, vu par Moscou, non pas comme un monsieur bons offices, mais comme un porte-parole du camp occidental, dont nous faisons partie, hélas. Parce qu'on ne peut pas être jugé parti. Ça veut donc dire que, pour répondre à votre question, ce qu'il faudrait, c'est sortir de l'Union européenne et de l'OTAN. Comme nous n'en sommes, hélas, pas là, je pense qu'aujourd'hui, il faudrait avoir une puissance tierce qui n'ait pas de conflit d'intérêts, comme on dit maintenant, c'est-à-dire un État ou une organisation qui ne soit ni dans l'Union européenne, ni dans l'OTAN, ni un allié connu et reconnu de la Russie. Alors ça pourrait être, je ne sais pas, une puissance tierce qui pourrait être, j'en sais rien, ça peut aller depuis le Vatican, on pourrait même imaginer. Après tout, la papauté dans les siècles antérieurs, même encore dans les années 30, c'est le pape Pie XI, je crois, qui avait réglé un contentieux entre la France et le Mexique quant à l'attribution de l'île de Clipperton dans le Pacifique Nord, que le pape a attribué d'ailleurs à la France. Ça peut être un exemple. Ça peut être un grand pays comme l'Inde, par exemple. Ça peut être un pays comme l'Afrique du Sud. Ça pourrait être plusieurs pays qui pourraient se réunir. Ça pourrait être aussi une organisation. Par exemple, ça pourrait être la Cour internationale de justice. Je note d'ailleurs que le gouvernement de Kiev, et je trouve que ça c'est quand même une bonne chose, a eu recours à la Cour internationale de justice. Moi je suis pour la paix. Et pour la paix, pour arriver à la paix, il faut avoir des solutions qui soient admises par tout le monde et qui soient justes, fondées sur la justice. Il se trouve que dans les organisations onusiennes, la Cour internationale de justice de La Haye, elle est faite pour régler les différends entre les États. Moi je trouve que, me semble-t-il, Poutine aurait pu avoir recours à la Cour internationale de justice pour la question justement de ce qui se passait en Ukraine de l'Est. Et peut-être que c'était difficile puisque justement ça concernait un pays qui était un pays tiers. Aujourd'hui, je pense qu'on pourrait convenir, il pourrait y avoir une mission bons offices qui soit donnée
à quelqu'un, une personnalité, un juge connu de la Cour internationale de justice. Ça, ce sont les moyens, les modus operandi. Maintenant, l'objectif à poursuivre, vous n'allez pas changer ni Poutine ni la Russie demain, ni jamais. Vous n'allez pas changer le fait que les Russes, il n'y a pas que Poutine, contrairement à ce que l'on pense. Il y a également les gens qui sont avec lui, et une partie tout à fait significative du peuple russe. Hein. Faut pas se tromper du tout. Hein, faut pas du tout se tromper. Moi, je connais un petit peu la Russie, pas très très bien, mais j'y suis allé plusieurs fois. Je peux vous dire que les Russes sont majoritairement pour Poutine. J'ai pas dit, c'est pas 95%. Mais quand on nous explique que le pouvoir de Poutine est très menacé, non, ça n'est pas vrai. Il y a quand même une majorité de Russes qui sont derrière Poutine, parfois qui n'en pensent pas moins parce qu'il a des fréquentations qui ne sont pas forcément recommandables. Hein. Je ne dis pas, encore une fois, c'est pas un petit saint, mais il y a une majorité de gens qui sont derrière lui et qui, en revanche, si vous interrogez les Russes, ils ont deux bêtes noires dans leur histoire. C'est Gorbatchev et c'est Boris Yeltsin. Parce que ce sont ceux qui ont détruit l'empire des tsars. Ce sont ceux qui ont détruit la mère patrie. Hein. Donc nous, les Occidentaux, on a l'impression que Gorbatchev, c'est un type formidable qui a libéré les Russes du communisme et qu'il doit donc être porté au nu dans son pays. Rien n'est plus faux. Gorbatchev est considéré comme un traître, alors que Vladimir Poutine est considéré comme quelqu'un qui se bat pour redonner à la Russie son pouvoir, sachant que le peuple russe est un peuple très patriotique, qui a été d'ailleurs éduqué dans cet amour de la patrie tout au long de la période communiste. Comme je le disais tout à l'heure, je crois la Seconde Guerre mondiale s'est appelée la Grande Guerre patriotique hein, en Russie, c'est le nom officiel. Et sous Poutine, l'éducation au patriotisme est également très, 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 très fort. Donc on ne changera pas les Russes et on ne changera pas leurs objectifs. Donc la seule solution, je suis désolé, mais à mon avis la seule solution viable, c'est que l'OTAN et les États-Unis arrêtent leur provocation, qu'ils abandonnent leur projet de vouloir arracher l'Ukraine à l'influence russe. C'est tout. Donc ça veut dire qu'il faut arriver, à mon avis, à un traité international. C'est d'ailleurs ce que proposait Poutine peu ou prou, parce qu'il n'était pas inintelligent. Un traité où l'Ukraine deviendrait une espèce de pays neutre, hein, comme le fut la Finlande, qui l'est d'ailleurs toujours. La Finlande n'est toujours pas dans l'OTAN, même si l'OTAN veut faire entrer de force en ce moment la Finlande et la Suède, qui ne sont pas dans l'OTAN, mais l'OTAN veut, là aussi, cette posture agressive de se rapprocher de la Russie, mais je dirais un pays comme la Suisse. La Suisse est un pays qui n'est ni dans l'Union européenne, ni dans l'OTAN, qui est connu pour sa neutralité. Ça ne l'empêche absolument pas d'avoir des relations de bon voisinage avec ses voisins et d'être un pays tout à fait riche, et tout à fait, c'est même un des pays les plus riches du monde, en fait, la Suisse. Donc, on pourrait très bien imaginer que l'Ukraine adopte un statut un peu comme la Suisse, proclame sa neutralité, refuse d'entrer dans toute combinaison géopolitique ou militaire, par exemple, refuse d'entrer dans l'OTAN, mais refuse d'entrer éventuellement dans des pactes militaires avec la Russie, proclame sa neutralité et proclame aussi qu'il n'entrera pas dans l'Union européenne. Ça correspondrait finalement à son statut d'État tampon. Alors bien sûr, il y a des gens qui disent « Oui, mais vous ne pouvez pas décider ça pour l'Ukraine, ce sont nos frères, ils veulent entrer dans l'Union européenne, on n'a pas le droit de les en empêcher. » Bon, oui, mais comme disait Charles de Gaulle, la politique, c'est l'art des réalités. C'est ça. C'est-à-dire que l'Union européenne et l'OTAN, c'est la même chose. Hein, l'article 42 du traité de l'Union européenne place la politique étrangère de sécurité et de défense sous le magistère de l'OTAN, puisque elle est forcément compatible avec les décisions de l'OTAN. C'est inscrit dans l'article du traité. Donc, il faut bien comprendre que, vu de Moscou, l'Union européenne ou l'OTAN, si l'Ukraine entre dedans, c'est un casus belli au sens puissant du terme en termes juridiques, c'est-à-dire un cas pour faire la guerre. Voilà. Et donc, si on veut vraiment apaiser les tensions, il faut dire, une fois pour toutes, eh bien, l'Ukraine, et on fait un traité international multipartite où l'Ukraine prend la qualité d'un État tampon, comme d'ailleurs la Biélorussie. D'ailleurs, je terminerai en signalant que Ukraine, c'est justement ce nom. Le mot Ukraine signifie la frontière, signifie un petit peu une zone tampon. Voilà. Et bien, c'est ça qu'il faut que l'Ukraine devienne, à mon avis, puisque vous me demandez mon avis.